Bien, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous proposer une correction de cet exercice qui traite de la cinématique du point. Donc, il s'agit d'étudier le mouvement d'une masse qui est positionnée à l'instant t égale à 0, on a un point M0 et on va essayer d'étudier la trajectoire de cette particule, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'équation du mouvement, c'est-à-dire l'équation horaire en passant par la deuxième loi de Newton. Ici on nous dit donc c'est un anneau de masse M, donc c'est un anneau qui est enfilé là-dessus, et on nous dit on va étudier le système dans un système de coordonnées cylindriques R, θ, Z, muni de cette base R, θ, Z. Normalement, on peut les appeler UR. Ça dépend des livres ou ça dépend des habitudes. Donc ici, on nous donne les coordonnées du point M à tout instant. On a ici le rayon du mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires de l'hélice. Nous avons ici le rayon. Ici, c'est θ, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Ici, nous avons la cote ou latitude. On nous donne également, on nous dit qu'à l'instant initial, le point Z0, c'est-à-dire ici, le point maximum, c'est Z0, est donné par θH ou θ, c'est-à-dire t égale à 0, θ vaut 2π. Et ça, ce qu'on peut dire en fonction des données. En fait, le texte paraît très très long, mais il est vachement explicatif. Ils auraient pu donner tout simplement ceci, demander de déterminer à la fois la vitesse et l'abscisse angulaire, puisque c'est l'inconnu. Parce que quand on connaît θ, on est capable de remonter à Z, parce que H est une constante, et c'est ce qu'on appelle le pas de l'hélice. Mais auparavant, pour les élèves qui n'ont pas l'habitude de traiter, en fait, de travailler avec les coordonnées, j'allais dire, cylindriques. Les coordonnées cylindriques, ce sont les coordonnées, en fait, vous avez les coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Ici, j'ai fait un petit rappel concernant les coordonnées cylindriques, c'est-à-dire ici, nous avons en général un cercle, et c'est un cercle qui a une section ce cercle, on peut le retrouver, il suffit tout simplement de multiplier par Z, de le remonter à une certaine cote que j'appellerai Z. Donc là, c'est le vecteur position et le vecteur accélération. On a le vecteur position, OM est égal à O, si j'appelle ce point le point H, tout simplement la relation de Charles. Donc là, je peux écrire que OM est égal à OH, c'est-à-dire, et ça c'est l'abscisse radiale plus Z suivant EZ. La dérivée, ce qui est important, donc, c'est la dérivée de ER par rapport au temps cet état point selon Uθ. Et la dérivée de Eθ, c'est moins θ point selon ER. Ça, c'est l'élément de déplacement. Ça, c'est un petit rappel. Je veux bien rappeler un seul, je fais un calcul, au cas où, donc là, si je prends les coordonnées polaires, donc si je prends, je vais aller vite, puisque c'est pas l'objet de l'exercice. Vous avez ici la base qu'on appelle fixe, donc qui est menu le repère ici x, y, et les vecteurs unitaires ij, ce sont des vecteurs qui sont fixes, leur dérivée bien sûr est nulle. Quand je prends le vecteur ER, et ben ER, je peux écrire ses composantes. ER est égal tout simplement à cos θ selon I, plus sinus de θ selon J. Donc là, vous voyez bien que lorsque θ est une fonction du temps, attention. Et la dérivée de ER est un bien vecteur unitaire. Donc ça aussi, je le rappelle, puisque c'est la racine carrée de cos carré plus sin carré. Et donc ça fait racine de sin carré
de θ plus cos carré de θ, qui est égal à 1. Bon, c'est à cause de ça, ça c'est ce qu'on appelle la base mobile, ou la base locale, c'est-à-dire qui est liée au mouvement. Mais ce sont des vecteurs unitaires. Donc quand on dérive, mettons d de ER sur d de θ, d de ER sur d de t, pardon, il faut dériver d de ER par rapport à θ, multiplié par d de θ sur d de t. Et par convention, d de θ sur d de t, sa notation, on le note en physique θ point, c'est-à-dire ce point signifie la dérivée par rapport au temps de la puissance angulaire θ. Il y a une deuxième chose, vous devez savoir un peu de ça pour les élèves qui ont l'habitude, lorsque je dérive ER par rapport à θ, j'obtiens ici d de ER, j'obtiens tout simplement Eθ. En d'autres termes, la dérivée par rapport à la puissance angulaire se traduit par la rotation de pi sur 2 dans le sens direct. C'est en ce sens que vous avez ceci. Puisque c'est pas l'objet, que je l'ai fait pour ER, donc on peut le faire pour Eθ. On se rend compte que la dérivée de Eθ, ça va être du moins ER, puisqu'il s'agit d'une rotation de pi sur 2. Donc ER, ça me fait Eθ. Quand je fais une rotation de pi sur 2, et ben je me retrouve ici. D'accord? Donc ER, Eθ, et moins ER. Vous voyez? ER, Eθ, moins ER. Puisque si je retrouve moins ER ici lorsque je dérive Eθ. Et c'est ça ce qui justifie ceci. C'est la dérivée de Eθ, je la retrouve ici. Bon, après avoir fait ce petit rappel, on va reprendre un autre exercice. Donc on nous dit de justifier que le vecteur position s'écrit sous cette forme. On l'a quasiment fait. Donc je vais effacer ceci. Donc on peut écrire que, donc là je vais me servir, donc j'ai écrit le vecteur OM. Là je reviens à notre exercice, c'est la question 1. Donc on écrit OM est égal, si je projette ce point sur H, donc ça me fait est égal à OH, plus HM. Donc OH, vous voyez bien si ici j'ai ER, là où ils ont appelé ER, et donc ici, quand je tourne dans ce sens, c'est-à-dire de façon tangentielle, lorsque je prends un cercle, que ça c'est une hélice, en fait c'est tout simplement un cercle qui, lorsque une hélice, si vous voulez, c'est l'équivalent du pas. Lorsque je tourne un tournevis, ben, il y a une pénétration dans le mur. Donc là, je vais écrire ça est égal à OA, c'est-à-dire, ça s'écrit A qui est le rayon, fois ER, plus Z, suivant EZ. Donc A est une constante qu'on peut écrire tout simplement A fois ER, et Z, nous avons dit que H fois θ selon EZ. Donc là, il y a une erreur. Donc là, c'est plus. Donc là, je fais plus. Bon, ça, c'est immédiat. Par contre, là, on va me demander de calculer le vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse de... Donc, qu'est-ce que je peux dériver? Ça, c'est un nombre constant. Nous avons dit que d de ER sur d de t est égal à θ point fois Eθ. Et là, je vais avoir, donc là, c'est d de ER par rapport au temps. Ça, c'est ER. Et non pas H. On va écrire les choses proprement. Donc là, j'ai ER. Et la dérivée de ER par rapport au temps, c'est θ point, c'est-à-dire la variation par rapport au temps de l'élongation angulaire. Donc le vecteur vitesse est immédiat.
il va s'écrire A fois θ point, puisque la dérivée de ER, c'est Eθ, puisque c'est la chose qui est variable, plus H fois θ point, selon EZ. En d'autres termes, le vecteur vitesse a une composante tangentielle et une composante selon EZ, parce que c'est le mouvement autour d'une hélice. Et donc là, troisièmement, on va dériver, on va atteindre l'accélération. Dans le texte, il est notre gamma. Visuellement, on l'appelle petit a, ne pas confondre avec le rayon, est égal à tout simplement la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et donc là, il s'agit de dériver. Donc je vais avoir est égal à A. Là, j'ai U fois V, parce que ça dépend du temps. Il est pour celui-ci. Donc j'aurai θ point, 2 points, pardon, selon Eθ. Et là, je dérive Eθ. Donc j'aurai moins A θ point carré selon Eθ, plus H θ de point selon EZ. Donc, je vais l'écrire proprement. Donc là, c'est deux points, c'est-à-dire la dérivée seconde. Je le rappelle, θ de point, c'est la dérivée seconde sur dt2. Voilà. On appelle ça l'accélération, à la limite, angulaire. En général, dans les textes, on appelle, quand il s'agit de mouvements circulaires, puisqu'on sait le nombre de tours par, c'est des radians par seconde. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc je vais écrire l'accélération, clairement. Et c'est un peu maladroit dans ce texte, ils auraient pu appeler ça grand R. Et utiliser A pour l'accélération, c'est la notation usuelle. Donc là, je vais écrire, donc j'ai une accélération selon Eθ, et là, je me suis trompé. Donc là, c'est selon, puisque je dérive, c'est selon ER. Donc là, j'ai une accélération selon ER, moins A, θ point. Et si vous avez l'habitude, ça c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a lorsqu'on a un mouvement purement circulaire. Hein, d'accord, et c'est moins R oméga 2. Hein. ER. J'ai une accélération également selon Eθ. Plus A, θ point au carré, pardon, θ2 point selon Eθ. Ça, c'est dû tout simplement au fait que vous avez l'anneau qui est qui glisse sans frottement sur un support qui décrit une hélice. Et si on se sent, vous voyez bien que c'est tout à fait normal qu'on ait une accélération selon Eθ. Et bien sûr, j'ai une accélération selon la verticale, c'est-à-dire H, θ de point, selon EZ. Donc ça, c'est la question 3, je pense, et après on me demande la valeur du vecteur vitesse, c'est-à-dire son module. Ça, on l'a fait, les composantes de gamma, on l'a fait. Déduit de la question de A, donc on va essayer de calculer le module de la vecteur vitesse. Donc ça, c'est... En fait, c'est un exercice qui est tout de même assez, comment dirais-je, très... Il y a beaucoup d'indications. On aurait pu lire directement, calculer le vecteur position, vitesse et accélération. Et donc ça, c'est le petit a, le petit b, on me demande de calculer la vitesse. Mais il est beaucoup plus adroit de calculer le module au carré parce qu'on aura ainsi accès à l'énergie cinétique. Donc vous voyez bien que la vitesse au carré, c'est a au carré
c'est le vecteur V scalaire V, c'est-à-dire A2 θ point au carré plus H2 θ point au carré. Je peux écrire θ point le tout au carré facteur de A2 plus H2. Donc ça, c'est le vecteur vitesse. Et après, c'est là où les choses intéressantes commencent. La question 3. On me demande de déduire de ceci en utilisant le fait que l'énergie se conserve. Il est évident que l'énergie mécanique se conserve, dans le sens où il n'y a pas de frottement. De toute façon, l'énergie se conserve, mais il se trouve qu'ici, les frottements sont négligeables, c'est-à-dire il n'y a pas de force de frottement. Et on y va. Ce qu'on peut faire, donc on peut tout simplement dire que l'énergie cinétique, on va écrire l'énergie mécanique à tout instant est égale à l'énergie mécanique initiale. Bien, l'énergie mécanique, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique du système. C'est à la fois l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi de mv2, plus ici, nous avons l'énergie potentielle. Et seule l'énergie potentielle a énergie puisque le travail ou l'énergie du support est nul puisque le support est perpendiculaire à la trajectoire. Donc là, je peux écrire mgz. Donc ceci est l'énergie mécanique initiale. C'est égal tout simplement 1 demi de mv2 ici au départ est égal à 1 demi de mv0 au carré, c'est-à-dire au départ, plus mgz, c'est-à-dire mg, nous avons dit au départ, z est égal tout simplement à 2pi fois h. Vous voyez, en écrivant les choses de la sorte, ici l'énergie cinétique initiale vaut 0 puisqu'on l'a lâché. Donc on va écrire cette équation. On dit tout simplement que 1 demi de mv au carré plus mg fois h fois θ, puisque z c'est h θ, est égal tout simplement à mg fois 2pi fois h. Nécessairement, puisque les frottements sont négligeables, la masse ne doit pas apparaître dans les équations. C'est comme si c'était une chute libre. Et par conséquent, v au carré, cette fois-ci, on va multiplier par 2. Donc j'aurai V2. Comment on peut écrire ça? Plus 2GH θ est égal tout simplement à 2pi fois G H A. Il y a un 4 ici. Que je multiplie par 2. Donc V2, on l'a calculé tout à l'heure. Et V2, nous avons dit que c'était un point au carré. Facteur de A2 plus H2. Comment ils veulent qu'on l'écrive? Sous quelle forme? Ah oui, donc on va tout transposer. Est égal tout simplement à moins 2GH fois θ plus 4pi GH. Donc θ point au carré est égal tout simplement à moins 2GH sur A au carré plus H2 fois θ plus
4pi GH sur A2 A au carré plus H2. Donc θ point au carré est égal normalement alpha fois θ plus bêta. On vérifie. Vous voyez bien que alpha, c'est moins de GH. Vous voyez bien, moins de GH sur A2 plus H2. Et bêta, c'est 4pi fois GH, 4pi GH avec sur le même dénominateur. 4pi GH. Donc voilà l'équation presque, ça c'est l'équation horaire, mais qui ne permet pas d'accéder directement à θ. Donc nous, on nous demande ici de faire une dérivée de différentiel. Nous, on va faire une dérivée. On va dériver tout ceci par rapport à θ, parce que l'équation, comme ça on va accéder directement. Je la dérive par rapport à θ, ça c'est la dérivée. Ça c'est de la forme u au carré prime, c'est 2 fois u prime. Donc fois θ de point est égal à alpha fois θ point. Or, θ point est nul et non nul. Il est nul, on est ici. En fait, à tout instant, il ne peut pas y avoir θ point n'est pas nul. Donc à partir de là, on déduit tout simplement que θ de point, donc ça, on peut se simplifier. Et donc j'aurai θ de point est égal à alpha sur 2. Donc alpha et 2, c'est une constante. Je peux intégrer donc θ point est égal à alpha sur 2 fois t plus la première constante d'intégration. Or, initialement, que vaut θ point? Θ point, initialement, on me dit que la vitesse est nulle. Donc, on va voir la vitesse, où est-ce qu'elle est. Donc, si θ point, si la vitesse est nulle, ça veut dire comme A et H sont non nuls, donc nécessairement que θ point de 0 est égal à 0. Donc, θ point, or, θ point, au départ, θ point est nul. Et on peut déduire de ceci que K1 égale à 0. Donc θ point est égal à tout simplement alpha sur 2 fois t. Et on va accéder à l'inconnu du problème, c'est-à-dire l'abscisse angulaire. Θ de t est égal à alpha sur 4 fois t2 plus une constante. J'appellerai K2. Et K2, on doit la déterminer avec les conditions initiales plus K2. Or, θ de 0, on me dit, on a deux points. Θ de 0 vaut 2pi, puisque c'est une donnée du problème, puisqu'on nous dit initialement, d'ailleurs on retrouve ça à ce niveau-là, initialement, θ vaut 2pi. Et en définitive, donc alpha de t, pardon, θ de t est égal à alpha sur 4 fois t2 plus 2pi. Donc voilà l'expression de l'abscisse angulaire. Après, on me demande calculer le temps tôt que met l'anneau pour atteindre le plan XY, c'est-à-dire quand θ vaut 0. Donc on va calculer, on dira θ de t est égal à 0 si
alpha sur 4 bon, je mettrai taux, puisque c'est ce qu'il demande. Taux au carré plus de pi est égal à 0. Donc on va résoudre cette équation. Donc taux 2 est égal à moins 8 pi sur alpha. Et on va remplacer alpha par sa valeur. Donc alpha, il y a un moins, ce qui est évident parce que sinon ça serait un non-sens. Donc moins de GH. Donc j'aurai moins 8 pi sur 2 GH avec un plus fois A2 plus H2. On va simplifier cette expression. Taux 2 est égal à 4 pi sur GH fois A2 plus H2. Donc quand on arrive à ce stade, il faut absolument vérifier, en fait faire une étude de 2 dimensions. Nous on va faire les unités. Donc là c'est un nombre sans unité, là j'ai des distances au carré sur des distances, ça me fait des distances. Donc taux au carré, on va voir sa dimension. Donc là c'est des L au carré, si j'appelle L là. Donc là j'aurai des L. Et ici c'est une distance. Et G c'est des mètres par seconde au carré, c'est-à-dire des L multiplié par T au carré. Donc les L se simplifient et j'ai bien taux qui a au carré qui a la dimension d'un taux au carré, ce qui veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Donc la valeur de taux demandée, c'est égal tout simplement à la racine de taux, c'est-à-dire 2 fois la racine de pi GH fois A2 plus H2. Donc les valeurs numériques ne sont pas données, donc c'est immédiat. Par contre, ils disent, que peut-on dire à propos de ceci? Que remarquez-vous, que pouvez-vous dire concernant ce temps? Dans ce temps, supposons, on va voir si, supposons que j'avais une chute libre. Alors, si vous avez une chute libre, vous savez, il suffit d'appliquer, ça sera le taux de la chute. Tout le monde sait que l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est le cas. J'ai tout simplement y est égal à 1 demi de g t2. Donc si j'appelle ça la distance parcourue, ici par exemple pour ce qui nous concerne h, et ben je multiplie 2 fois h divisé par g, et je vais le retrouver qui est égal à taux au carré. Donc vous voyez bien, si j'annule a, si j'annule le rayon G 2G, donc là j'aurai un H, ça c'est taux, et donc j'aurai 2 fois H sur G, donc ça c'est un demi de GT2. Donc ça veut dire que taux, il vaut racine de 2G, de 2H sur G. Donc si j'annule A, je suis pas très loin, et il y aura nécessairement pi qui va disparaître puisque je n'ai pas de cercle, parce que ça c'est comme si j'avais un cylindre. Donc pi à 2, c'est comme si c'était la hauteur donc du cylindre qui va sortir, et donc j'aurai tout simplement, attends, je ne me suis pas trompé là, H c'est 2 sur G, de H sur G. Ah, il demande le temps, pardon.
c'est 2H sur G. 2H sur G. Donc ici, donc vous voyez bien, si j'annule A, j'ai un H qui va rester tout seul, et j'aurai le pi, ben ça c'est un pi qui est dû tout simplement à la nature du problème. Ce qu'on peut dire en fait particulièrement que ce temps-là ne dépend pas de la masse. Mais l'idée centrale est ici. Ça c'est ce qu'on appelle une façon de rallonger le temps, si vous voulez, au lieu d'avoir une chute libre. Donc c'est un il a parcouru une trajectoire, j'allais dire curviligne, mais la courbe c'est tout simplement une hélice. Eh bien, j'espère que cet exercice, que je vois pas tellement souvent sur YouTube, si cette correction si vous avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.